Monsieur le gouverneur, d'abord merci de votre présence dans cette réunion publique. Dans vos récentes déclarations publiques, vous prenez clairement acte du dysfonctionnement de l'union économique et monétaire. À l'occasion du colloque sur Eurofi de Bratislava, vous avez évoqué, je cite, les faiblesses de l'union économique et monétaire, ses carences systémiques et fonctionnelles, ainsi que ses performances sous-optimales. Sur ce point, je ne peux qu'être d'accord avec vous. De plus, vous soutenez la solution fédéraliste habituelle dans la construction européenne d'un ministre des Finances de la zone euro. Vous l'avez rappelé il y a encore un instant. Ce super ministre serait le chaînon manquant entre la coordination des politiques économiques actuelles et une intégration complète que vous dites inatteignable à court terme. Votre ministre des Finances de la zone euro apparaît être une instance de coordination supplémentaire, mais on voit difficilement comment il pourrait véritablement changer la nature dysfonctionnelle de l'eurozone. Dans ce cas, comment pourrait-il en effet s'attaquer aux déséquilibres macroéconomiques fondamentaux qui épuisent tel un cancer les pays membres de la zone euro? Je pense en particulier à l'excédent de la balance des paiements allemande, qui représente environ 8% de son PIB, excédent qui se fait au détriment, bien entendu, des autres membres de l'eurozone. L'Allemagne est directement favorisée par la perte de compétitivité prix des autres pays, conséquence du carcan économique qu'est l'euro-monnaie unique. Depuis 2008, les grands partenaires de l'Union demandent en vain que l'Allemagne contribue plus à la demande mondiale en mettant en œuvre ses marges budgétaires pour relancer l'investissement et sa demande interne. La Commission européenne, dans son exercice du semestre européen, n'a pas plus de succès puisque M. Schäuble ignore superbement ses recommandations. Ainsi, l'Allemagne continue d'exporter la récession et la vampirisation du commerce des autres pays de l'eurozone. Dans ces conditions, comment espérez-vous qu'un ministre des Finances de l'eurozone puisse avoir plus de succès? Comment pourrait-il apporter une solution aux déséquilibres macroéconomiques qui sont à la base même du dysfonctionnement de l'eurozone? Et enfin, comment espérer un réel progrès alors que l'Allemagne, comme pour la mise en place de l'EDIS, la garantie des dépôts européens, ne veut pas plus rectifier ce déséquilibre structurel par des transferts vers les autres pays? Voilà les 3 questions que je souhaitais vous poser. Merci de votre réponse. Monsieur Monod, merci d'avoir lu mes propos. Je voudrais vous inviter à en faire une lecture complète, parce qu'il me semble que vous avez choisi, c'est votre droit, d'en faire une lecture partielle, en disant que j'avais parlé de dysfonctionnement de l'Union économique et monétaire. Je crois que c'est un mot que je n'ai jamais employé. J'ai dit que l'Union monétaire était une grande force de ce que nous avons construit ensemble. J'ai parlé, il y a quelques minutes, en réponse à la question de Mme Goulard, de l'Union bancaire. J'ai dit que pour autant, nous devions, pour optimiser cet atout qu'est l'euro, j'en ai parlé devant vous en introduction comme un grand atout, nous devions avancer sur la voie de l'union économique. C'est le sens des propositions que j'ai faites devant vous. Mais que les choses soient tout à fait claires, et c'est probablement un désaccord entre nous, je pense que la construction de l'euro est un des grands succès des Européens et que nous pouvons en être fiers. Et que notre premier devoir, comme banquier central, c'est d'être les gardiens de cet actif collectif qui est soutenu, je le note au passage, je l'ai dit, par 68% des Européens, 70% des Français, 73% des Allemands. Alors, ensuite, vous émettez votre doute, qui encore une fois est votre droit, sur la solution, vous dites fédéraliste, du ministre des Finances. On pourrait longuement débattre. Je crois que tel que je l'ai proposé, avec une stratégie collective, les politiques économiques restent largement nationales. Il s'agit de les rendre coopératives. Et je crois que c'est là-dessus qu'est probablement le cœur du débat. J'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif que quand chaque État agit de façon isolée, nous nous retrouvons dans des postures un peu bloquées où nous nous accusons mutuellement des déficits au sud ou des excédents au nord. Donc il m'a semblé que vous, c'était dans l'ordre de l'accusation d'un État membre, le plus grand d'entre eux, sur ces excédents. Je crois qu'il faut que nous sortions un peu de ces postures politiques simplificatrices. Elles existent très largement dans nos pays, mais elles ne nous font pas beaucoup avancer. Et là, je reviens, si vous voulez bien, sur la vision de la stratégie collective que je vous ai présentée. Je crois qu'il faut que nous poursuivions chacun des politiques qui nous permettent de maximiser la croissance et l'emploi. Et comme la situation de nos États membres est différente, les remèdes sont différents. Il y a des pays où il faut davantage de réformes, dont la France et d'autres pays du sud de l'Europe. Il y a des pays où, c'est vrai, il y a un espace de relance budgétaire. Mais si chacun attend l'autre,
eh ben, nous allons rester sur une trajectoire sous-optimale. C'est ça le sens de la stratégie économique collective. Je crois qu'il faut que nous rétablissions une certaine confiance entre nous par des avancées parallèles plutôt que par des accusations réciproques. Et pour faire ça, je crois qu'il faut une institution de confiance. Je ne pense pas qu'elle soit fédéraliste. Peut-être que le terme de ministre des Finances peut être amélioré, mais une institution de confiance qui permet de préparer ce pacte de confiance entre les politiques économiques nationales et d'en suivre l'application. C'est vrai que c'est une étape institutionnelle. C'est pour ça que j'ai proposé, avant cette deuxième étape, que nous en fassions une première très vite, qui est l'union de financement et d'investissement, bien utiliser cet atout collectif formidable que nous avons, qui est l'excédent d'épargne. L'excédent d'épargne, il doit financer davantage d'investissements en Europe, davantage d'investissements dans nos entreprises, dans l'innovation, plutôt que de financer des investissements en dehors d'Europe.